Dafayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daf Vav. Nous allons reprendre 6 lignes avant la fin du Daf He Amud Bet, là où vous voyez marqué Rava Amar. C'est une nouvelle réponse. Rava Amar. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? On a eu plusieurs réponses. Maintenant, c'est celle de Rava. Rava Amar. Afmita kanot Rabban Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce que nous apprenons? Masechet Beitza, on a une question. Il y a un œuf qui va pondre et être pondu le Yom Tov. On veut savoir si pour le deuxième jour de Yom Tov, on aura le droit de le déplacer ou de le manger ou pas. Alors ça va dépendre en fait de savoir comment on va regarder les 2 jours. Comment on va regarder les 2 jours en question. Est-ce qu'on va le regarder comme une seule entité ou on va le regarder comme 2 entités différentes? De quoi ça dépend? Ça dépend en fait au départ de Yerushalayim. Est-ce qu'on va accepter les témoins quand ils viendraient un peu tard, c'est-à-dire après Mincha? Est-ce qu'on va les accepter ou pas? Alors, quand on a fait la takana, le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a dit, écoute, on a le droit d'accepter le témoignage des 2 témoins qui viennent témoigner sur la Lune, ils viennent nous montrer que la Lune est apparue, et on est d'accord de les recevoir toute la journée du 30e jour. Oui. Alors c'est ce que nous disons ici. Rava, il te dit, Afmitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'elach, beitza asura. Non, lui dit, non, mais même une fois qu'on a fait le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, l'œuf, il reste interdit. Comme il était au début du décret, il va rester même quand on aura enlevé le décret. Milo modèle Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, n'est-il pas d'accord dans le cas chez Imbaou et Di Minamincha ul Ma'ala? Dans le cas où les témoins sont effectivement venus, ils arrivent même tard, ils arrivent même après Mincha, c'est-à-dire quand la journée, elle est bien arrangée, bien avancée, et qu'est-ce qu'on avait comme peur? On dit, oui, mais les Lévi'im, il faut qu'ils chantent le shir du Korban. C'est pas le même chant si c'est un jour de Chol, que si c'est la fin du mois de Elul, que si c'est le début du mois de Tishri, par exemple, pour Rosh Hashanah. Alors, ça va nous faire des histoires. Et il dit, regarde, eux, non, depuis la Takana, qu'est-ce qu'on fait? On transforme le 30e jour de Elul. Il ne devient plus 30e jour de Elul, mais il devient le premier Tishri, par rapport à fixer toutes les fêtes de l'année. Il dit, mais malgré tout, il est quand même d'accord, Rabban Yochanan ben Zakkai, chez Noagim Otoayom, Kodesh, ou le Machar Kodesh. Arrête, tu peux pas dire que ce jour-là maintenant, Pitom, il passe de Chol à Kodesh. Lui-même, il a été Kodesh, et le lendemain, ça veut dire, c'est comme si on disait qu'on faisait 2 jours. Oui. Ah, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui n'est pas Yom Tov. Oui. Mais quand on a dit qu'on allait faire que les 2 jours de Rosh Hashanah, ils sont considérés quand on a ici, oui, les témoins qui viennent après Mincha, ça n'enlève en rien la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc l'œuf, comme il a été pondu le premier jour, il était interdit, ben il reste interdit le deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'on va dire que finalement que nous avons ici affaire à une seule et même doucha. C'est une longue doucha, au lieu qu'elle dure d'un jour, elle va durer 2 jours. Vamarava ilcheta kevate de Rav be'anetlat. Or Rava nous a enseigné qu'on tient la halacha comme Rav dans ces trois sujets, ben lekula, ben lechumra. Et quel que soit le sens de Rav, on aurait pu par exemple imaginer qu'on ne dit pas la halacha comme Rav, mais si c'est parce que Rav il est sévère, alors oui, on sera d'accord d'être dans la sévérité par exemple. Non, pas du tout. Oui. Aussi bien dans le cas où l'œuf il est pondu le premier jour d'un Yom Tov de Chutz Laaretz, où là, il a dit, ah ben non, dans ce cas-là, l'œuf, il va être permis. Ou dans la Khumra, oui, quand on avait par exemple le cas de Shabbat et Yom Tov qui se suivaient, d'après Rav, quand elle est née, l'œuf, enfin, non, là, quand il a été pondu l'œuf, dans ce jour-là, il est interdit dans le deuxième. Donc tu vois qu'il y a 2 différences. Eh ben, Rav, on va interdire dans le deuxième. Donc quand on a dit qu'on fait la halakha comme Rav, on l'a fait aussi bien dans le sens d'aller permettre que dans le sens d'aller interdire. Azamarava, maintenant on reprend encore une autre sugia, c'est une sugia très très connue, très importante. Amarava met beyom tov rishon. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant ici? On a lo alenu, quelqu'un qui décède pendant le yom tov. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on a le droit de l'enterrer, creuser la terre, faire un trou, faire toutes sortes de mélachot? Alors Amarava, Rava il te dit, met beyom tov rishon, quand il est niftar le premier jour, c'est-à-dire s'il y a 2 jours de Yom Tov, il est mort le premier. Alors qu'est-ce qu'on dit? Yit askubo amamim, que les peuples, littéralement, des goïm, viennent et s'occupent de lui. Et met beyom tov sheni,
quand il est mort le deuxième jour, Itaskubo Israël, là on donne une permission plus grande, on a le droit que même des juifs s'occupent de lui. Vafilu beshne yamim tovim shel Rosh Hashanah. Et ne crois pas que c'est une permission uniquement dans les jours de notre deuxième jour de Chutz Haaretz, mais c'est vrai aussi dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Ma she'en ken bebeitza, ce qui n'est pas le cas de l'œuf, qu'il soit né, il a été pondu le premier jour, il a été permis le deuxième jour, comme maintenant on va d'après Rav évidemment, mais à Rosh Hashanah, non, s'il est né le premier jour de Rosh Hashanah, on n'a pas voulu le permettre à consommation le deuxième jour. Ça, c'est Rava. Donc Rava, il a tranché. Nardea Amré, l'académie talmudique de Nardea, oui, ils ont dit non, Af Babeitsa. Et ils ont dit non, quand on a permis le deuxième jour de Rosh Hashanah, on a permis aussi le cas où l'œuf il était né le premier jour et on aura le droit de le manger le deuxième jour. Comme on voit que exactement on a fait la même chose pour les 2 jours de Yom Tov de Chutz Haaretz. Des Madatra. Ah, vous voyez, pour cette Gemara, il en est obligé d'être inventif. Pour nous, c'est une évidence que Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Et pour nous, c'est une évidence que en Chutz Haaretz, on fait 2 jours du Yom Tov. Nachon, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Mais ici, on est dans le laboratoire de recherche, on est en train d'élaborer la Sugia, et donc on est en train de visiter tous les avis des maîtres. Et ils ont hésité. Il y a eu plusieurs avis, et il y a eu plusieurs manières de voir, il y a eu plusieurs étapes, étapes. Donc là, on est en train de réfléchir. Est-ce que les 2 jours de Rosh Hashanah, ils vont ressembler, en fait, aux 2 jours, est-ce qu'ils vont ressembler aux 2 jours de nos Yom Tov, de Chutz Haaretz ou pas? Alors, Nardé Amré, non, même l'œuf, Asdemadatra. Voilà, viens, on réfléchit. Alors, Madatra, ça veut dire, on va développer le raisonnement. Dilma Mabere les Elul. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme crainte? On est le dernier jour du mois de Elul. Oui. Et donc, quand les témoins arrivaient, oui, tard, le 30e jour de Elul, après Mincha, c'est-à-dire après que les Lévi'im, ils ont fait le chant, etc., on n'acceptait pas de consacrer ce jour-là, mais on faisait 2 jours de Yom Tov, comme si c'était un seul et même jour, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de le décréter quand même Yom Tov, et le deuxième aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire ici? Les gens qui habitaient loin, parce que ceux qui habitent à Yerushalayim, c'est très facile, eux ils savent, ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont loin et auxquels les envoyés du Beddin n'arrivent pas à arriver? Alors, eux, ils faisaient tout le temps comme ça, parce que peut-être qu'ils ne savent pas si les témoins ils sont arrivés à l'heure ou pas. Donc c'est très facile, ils font tout le temps 2 jours. Et eux, tous ceux qui étaient loin, ils ont toujours considéré à faire les 2 Yom Tov, et ils regardaient les 2 Yom Tov comme si c'était un seul et même long jour. Donc on voit qu'eux, ils continuent leur habitude. Même si jamais après la takana, elle a été annulée, oui, et on a dit non, non, mais c'est bon, on peut recevoir les témoins après, ça ne change rien dans le comportement et l'habitude de ceux qui étaient loin. Donc, Béhémet, quand on a l'œuf qui a été pondu le premier jour, on doit continuer à l'interdire le deuxième jour. C'est comme ça qu'on doit faire. Oui. Alors la Gemara nous dit, oui, mais attends. Amar Ravrinana bar Kahana Amar Rav, Mimot Ezra ve'elach, lo matzinu elul meubar. La dit, mais toute cette théorie, elle est très bien. Mais nous, on a un témoignage, comme une memra. On dit depuis Ezra, c'est-à-dire depuis Ezra, sauf faire depuis le retour des Juifs de Babel, on n'a jamais eu un mois de Elul qui a été grossi. Donc on n'a jamais vu que le mois de Elul, il a été un mois plein. Tout le temps, il était un mois qu'on appelle un mois chasser, donc il a 29. Et Rosh Hashanah, oui, ça tombe le 30e jour du mois de Elul, on va dire que ça s'appelle le premier Tishri, c'est le début, c'est Rosh Hashanah. Donc on voit que la Kedusha qu'ils ont appliquée, c'était que d'un seul jour, pas de 2 jours. Donc, puisque tu vois que on n'a eu jamais besoin de faire cette technique-là, de faire Rosh Hashanah 2 jours, ça n'a jamais existé. Donc, on voit qu'il n'y a jamais eu de décret comme ça, qu'on le fasse 2 jours d'une seule et même Kedusha. Alors, ceux qui sont loin et qui se sont tout le temps habitués à faire de Rosh Hashanah 2 jours parce que c'était un doute,
En fait, ils n'ont pas besoin de garder leurs coutumes. À partir du moment où la takana elle était arrivée et qu'on a dit non, non, c'est bon, on peut recevoir les témoins même après Mincha. Béhémet, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils doivent faire les 2 jours de Rosh Hashanah comme les 2 jours de Chutz La'aretz. Parce que chacun de ces 2 jours, il a une gloucha en elle-même. Donc, quand il y a un œuf qui a été pondu le premier jour, quand on arrive au deuxième jour, il n'y a aucun rapport avec le premier jour, il devrait être permis. Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Marzoutra, alors les paroles de Rava, elles ont choqué le Beth Midrash. Ils ont essayé d'expliquer. Amar Marzoutra, Lo Amran, et là des Ishtae. Oui. Et, et la Gemara te dit, regarde, le coup du mort, c'est différent. Il faut réfléchir comme ça. Et là, des Ishtae, on a dit le cas de Rava, qu'on a le droit de s'occuper du mort, même des juifs, ça veut dire qu'on va faire tout ce qui est nécessaire à son enterrement, pratiquement. Quand c'est le deuxième jour, on va le faire avec des juifs. Non, ça veut dire que Béhémet, on parle d'un mort qui n'est plus frais. Et donc, on a peur qu'il s'abîme si jamais on n'enterre pas vite. Aval loishtae, meshainananle. Mais si jamais il est encore frais, c'est-à-dire, ça dépend beaucoup de sa qualité de corps, ça dépend du climat, ça dépend de mille et une choses. Mais si on pense qu'il peut rester encore comme ça sans s'abîmer, eh ben on le fait attendre. Et on attendra la fin du Yom Tov pour l'enterrer. Ravashi Amar, Rafalgav de loishtae. Non, même s'il n'a pas trop duré, même s'il n'est pas mort depuis longtemps, Namilo Meshainenle, on ne le fait pas. Maïtama, Yom Tov Sheni, les Gabemet, Kechol Shaviu Rabanan. Il dit, mais parce que les Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont décrété que le Yom Tov, par rapport au sujet du mort, on le regarde comme si c'était un Yom Chol, on le regarde comme si c'était un jour pas consacré du tout. Afilou les migaz les glima, et on aura même le droit de demander au tailleur de lui confectionner un vêtement mortuaire, ou les migaz les assa, et même ils avaient l'habitude de mettre des feuilles de myrte sur le cercueil ou sur le lit, plutôt sur le lit du défunt, par kavod et pour que ça sente bon. Amaravina vaidna deika chabare chaishina. Il dit, oui, mais regarde, Ravina, il vient, il dit, Haïd Naïda, ça veut dire aujourd'hui, à notre période. Deika Chabarei. Chabarei, c'est c'est eux, ils sont très dangereux. Parce que c'était comme ils venaient un peu des Perses. Et ils étaient très très durs avec les Juifs. Et on ne pouvait pas se montrer à eux qu'on travaille pendant le Yom Tov, parce que si jamais ils nous voient travailler pour le Yom Tov, ils vont pas accepter qu'on dise oui, mais c'est parce que c'est un mort et Mishum Kavod Amet. Ils vont dire donc les Juifs, vous êtes des menteurs, vous dites que vous ne travaillez pas, mais vous avez attrapé en flagrant délit de travailler. Donc maintenant, quand on vous demande de travailler pour nous, pour le Shabbat et le Yom Tov, vous n'avez plus le droit de refuser. Donc on était coincés. Ça c'était Aïdna. Très bien. Alors la Gemara ramène maintenant une histoire. Ravina Avagativ Kame de Rav Ashi. Ravina, une fois, il était devant Rav Ashi. Et quand est-ce que c'était? Il était là-bas, Beshne Yamim Tovim Shel Rosh Hashune. Il était chez lui à l'époque de Rosh Hashanah. Az Chazie d'Aveatziv. Il a vu qu'il était triste. Amarle Amayatsiv Mar. Il dit, mais pourquoi il est triste? Amarle Delo Otive Iruve Tavshilin. Il dit, ah là là, tu sais pas quoi, j'ai oublié de faire notre fameux Hérouvé Tafshilin qu'on a déjà appris un peu dans les macertotes précédentes. C'est ce qui nous permet d'avoir le droit de cuisiner et d'un jour pour l'autre. Mais là maintenant, il te dit, mais tu te rends pas compte, j'ai oublié le Hérouvé Tafshilin. Et donc, je peux pas cuisiner pour demain. Ouais, et j'ai pas le droit de cuisiner pour demain Shabbat. Donc, qu'est-ce que je vais manger? Il était triste. Ou peut-être il était triste parce qu'il a oublié la mitzvah. Amarle, Velutiv, Mar, Aïdna. Eh ben, qu'est-ce qui est le problème? Il n'y a qu'à faire aujourd'hui. Regarde, Milo Amarava, n'a-t-on pas appris au titre de chez Rava, quand il a dit qu'il y avait les 2 jours de Galoute, vous voyez, qu'il y a par exemple, les 2 jours de Galoute, ils vont tomber jeudi et vendredi. Eh ben, Mani Hadam, Iruv Tavshilin, Miyom Tov le Havero, il dépose ce fameux Eruv Tavshilin qui va nous permettre de cuisiner, et il va le mettre le Yom Tov, le Yom Tov numéro 1, pour le Yom Tov numéro 2, ou maintenant, et il va dire cette condition. Alors venez, on la répète ensemble, cette condition, pour bien comprendre. Il va dire comme ça. Il dit, comment il fait le Tnaï? Il dit, bon, si aujourd'hui c'est un Yom Chol, ben, j'ai le droit de faire le Hérouf, c'est comme ça qu'on fait.
Et dit, comme Eruv Tafshilin, on le fait la veille la veille de la fête. Bon. Maintenant, si aujourd'hui, c'est un Yom Tov, ouais, si aujourd'hui, c'est un Yom Tov, eh ben, donc mon Eruv, j'ai pas le droit de le faire, donc il vaut rien, c'est pas grave si j'ai mis 2 matzot et un œuf. Et il dit, pourquoi? Parce que demain c'est Chol, et donc j'ai pas besoin de faire de Eruv. Et donc, en fait, il aura de deux choses l'une, à gagner le droit de pouvoir cuisiner. Amar leimar de Amar Rava b'shnei yamim tovim shel galuyot. Et c'est là où la Gemara dit ce fameux argument, elle fait, mais dis-moi, peut-être qu'il a parlé dans les 2 jours de Yom Tov, le jour de Chutz La'aretz, b'shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah mi Amar. Mais qui te dit que c'est le même statut quand nous sommes pour les 2 jours de Rosh Hashanah? Donc on voit que la Gemara elle met un point, et elle dit, ah non, c'est pas pareil du tout, hein. Les 2 jours de Yom Tov, de Chutz La'aretz, et les 2 jours de Rosh Hashanah, ce n'est point pareil. Alors la Gemara elle dit, comment ça c'est pas pareil? On t'a expliqué que les Trachamim de Nardéa, Vea Amre Nardé, ils ont dit, les gens de Nardéa, Af Beitsa Muteret, et ils ont dit même l'œuf, oui, on va les regarder, et comme si c'était en fait les jours de Chutz La'aretz. Donc oui, Rosh Hashanah et Chutz La'aretz, c'est les mêmes statuts. Amar le Rav Mordechai. Alors Rav Mordechai, il a dit Befirouch Amar Limar. Non, Rav Ashi m'a déjà expliqué clairement des lo savar de là des Nardes. Nachon, c'est vrai, tu vois les gens de Nardéa, les Chachamim, mais tu dois savoir, Rav Ashi n'est pas du tout d'accord de rentrer dans cette considération qu'on va donner un même sujet on va donner un même statut aux 2 jours de Rosh Hashanah comme les 2 jours de Galouyot. Très bien. Alors on met un point ici. Alors la Gemara dit, attendez, on va bouger un truc. La Gemara dit ici, comme ça. On va bouger ça comme ça. Hein. Attendez, hop, on va faire ça. Voilà. Ah oui, comme ça vous n'avez pas le contre-jour. Très bien. Alors on reprend maintenant la suite de la Gemara. Voilà. Voilà. Comme ça c'est mieux. Allez. Alors qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Itmar. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé de l'œuf, c'est pas fini. Vous croyez qu'on va s'arrêter maintenant? Alors maintenant, on va parler de l'oisillon. Ah, alors ça c'est encore plus fort. Maintenant, on a l'oisillon. Alors, Itmar, Efroar, Shenolad Beyom Tov. Oh, donc il y avait l'œuf. On en a fini avec l'œuf. Maintenant, on parle, c'est devenu un oisillon, c'est-à-dire il est sorti de la coquille. Rav Amarasour, Rav il dit, mais on ne le mange pas pendant la fête, hein, c'est interdit. Ou Shmuel, Veitima, Rabbi Yochanan Amar, Mutar. Shmuel, d'habitude là, on va dire c'est Marloket Rav ou Shmuel, mais peut-être que c'est pas Marloket Rav ou Shmuel, parce que peut-être le deuxième c'est Rabbi Yochanan. Il dit c'est permis, donc il y a Marloket. Rav Amarasour, Muktseu. Rav il dit il est interdit, mais pourquoi? Il n'était pas là avant l'entrée de la fête, cet oisillon, donc il a dit Muktseu, il n'a pas été envisagé. Ou Shmuel, Veitima, Rabbi Yochanan Amar, Mutar. O il ou Matir Atzmo Beshlita. Il dit non. Alors ça c'est une zvara incroyable. Étant donné que quand il naît, il acquiert une possibilité d'arrangement. Oui. Et quelle possibilité d'arrangement il acquiert? Il dit, on peut, dès qu'il naît, lui faire la shrita. Donc il connaît un monde dans lequel on pourrait le permettre. Alors, comme on peut le permettre par la shrita, alors aussi l'interdit du muktsé qui l'accompagnait, eh bien, hein, il disparaît. C'est-à-dire, c'est une zvara. Comment est cette zvara? Puisqu'on peut le permettre complètement même à manger par la shrita, alors on ne va pas maintenant continuer à dire l'interdit de muktsé. Parce que muktsé, c'est vrai. Pourquoi on devrait dire muktsé? Parce qu'il n'a jamais été permis. Il n'a jamais été permis. Il n'existait pas. Il n'était pas là. Il n'a pas été permis à l'entrée du Yom Tov. Donc on devrait dire, à cause de ça, il est muktsé classique. Oui, mais quand il naît, il porte avec lui la possibilité qu'on fasse la shrita. Et si on lui fait la shrita, on a le droit de le manger. Donc si on a le droit de le manger, alors aussi on doit dire qu'on doit avoir le droit de le toucher, parce que ça ne serait pas logique de dire qu'on peut le manger sans le déplacer. Alors c'est ce que la Gemara elle dit ici.
Alors, Amrele, Amrele, Rav Kahana, Veravasi, les Rav, mais maintenant, Rav Kahana et Ravasi, ils disent à Rav, il dit, Vechima benze, le Egel, Shenolad Beyom Tov. Ouais, j'ai pas compris. Et s'il y a un veau qui naît le Yom Tov, on a une vache, ouais, elle était enceinte, maintenant, il y a un veau qui naît. Quelle différence? Arrête, tout le monde est d'accord que on a le droit de le manger le Yom Tov. Donc quand c'est un veau qui va naître, on n'a aucun problème de le permettre. Et maintenant, parce que c'est un œuf, on va l'interdire. Mazekachour, pourquoi on fait ça? Quelle différence entre l'un et l'autre? Alors, Uma benzel et egel shenolad minatrefa. Rav Kahana et Ravashi, ils demandent à Rav, attends, j'ai encore une autre question, dis-moi. Et quelle différence entre cet oisillon-là et un veau qui naîtrait d'une bête tréfa? C'est-à-dire que la bête, on sait qu'elle a été touchée. Ouais. Et... Ken, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? La bête, la mère, elle était tréfa. Elle avait un trou dans les poumons, elle avait vraiment un organe abîmé. Maintenant, en tant que veau qui vient d'une mère tréfa, quand il vient d'une mère tréfa, alors les chora, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Lui-même il est trèfle, donc tu n'as pas le droit de le manger. Donc revient la question, Ben Azmanim, Ben Hashmashot, quand on était à l'entrée de Yom Tov, il s'avère qu'il ne va jamais être permis. Alors on devrait dire qu'il est interdit quand même. Oui. Donc l'Ichora, ouais, l'Ichora, oui on a le droit de lui faire la shrita. Et on a le droit aussi de permettre aussi l'oisillon, quand il est né le Yom Tov, l'Ichora. Kenyan Tosfot, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Ouais. Tosfot, il demande, il dit, mais ça ressemble pas du tout. Parce que le veau, on peut le permettre, soit par la shrita de la mère, soit même, des fois, on a vu qu'on pouvait lui faire la shrita lui-même. Alors, c'est pas très, très compréhensible. Shatik, Rav. Rav, à cause de ces deux couchiottes, il s'est tu. Donc, quand il s'est tu, peut-être ça veut dire qu'il est d'accord que la couchia, elle est immense et qu'il ne sait pas répondre. Et que c'est une couchia contre lui. Peut-être c'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'il répond pas. C'est toujours quand il y a un maître, quand il dit quelque chose, il répond pas. Est-ce qu'on va dire qu'il dit mot consent parce qu'il a accepté l'objection? Ou est-ce qu'on va dire non? On va dire qu'il n'a pas répondu. C'est pas parce qu'il ne répond pas que ça veut dire qu'il est d'accord. Et l'Ichora, quand il y a marqué Shatik Rav, la Gemara elle continue. Amar Rabba, Vitima Rav Yosef, c'est Rabba qui passe. Certains vont dire non, c'est peut-être Rav Yosef. Maïta Shatik Rav. Vous voyez, tout de suite on a trouvé le filon. Pourquoi il s'est tu? Parce qu'un silence, ça veut dire quelque chose, mais ça aussi veut dire rien. Ça veut dire juste qu'il s'est tu. Il n'a pas dit je suis d'accord. L'Imalehu, il aurait dû dire, il aurait dû leur répondre O il, oui, Vemuchan, Agav, Imol, Klavim. Il dit mais étant donné que cette para, maintenant, on sait qu'elle est très fa, donc on ne peut pas la manger. Donc qu'est-ce qu'elle devait être réservée? Elle va servir à nourrir les chiens, c'est tout, elle ne va rien servir de plus. Oui, avec la vache et aussi avec le veau. Donc Bichlal, il n'y a jamais eu de mouktsé sur le veau par rapport à une consommation humaine. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui contient comme ça. Alors Michel l'a posé la question la dernière fois. Quand c'est mouchan les clavim, par définition, ça devient moutar la adam. S'il y a quelque chose qui est utilisable et prêt pour nourrir les chiens, alors on va dire que automatiquement il est aussi prêt pour les hommes, c'est-à-dire il n'est pas mouxé. On a enlevé le issour mouxé. Anachon, l'homme il ne va pas le manger, mais comme le chien il peut le manger, alors ça ne s'appelle pas mouxé. Azamarle Abaye, Abaye il dit mais non, mais attends, quand il y a quelque chose qui était prêt pour les chiens à être mangé, comme par exemple cette bête qui va mourir ou qui a été abattue improprement. Oui. Et ici, nous on a parlé qu'elle était très face, c'est-à-dire qu'elle avait un défaut. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il n'y a aucun signe de mouktsé, parce que quelque part, elle est prête. Alors la Gemara, elle te dit, regarde,
Ashtar, si déjà maintenant, oui, Mouchan le Adam, lo eve Mouchan le Klavim, d'après Rabbi Yehuda, lui il est très sévère dans les dîmes de Moukse, et il dit, ce qui est apte à l'homme n'est pas apte pour les animaux. Et donc je n'ai pas le droit, par exemple, de prendre du manger humain et de le donner au chien, par exemple, d'Etnan, comme ça on enseignait à la fin de Masechet Shabbat, mais Chatrin et Adlouim, on a le droit de couper les courges, les citrouilles dures, oui, l'ifna behema, devant la bête, bien que ce soit une opération qui est une tircha, oui, et normalement c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas, parce que c'est pas le sens de Shabbat de commencer à faire des choses très difficiles et très fatigantes, parce qu'il faut une scie pour le couper, c'est toute une histoire, et ben, malgré tout, oui, quand c'est Mouchan le Adam, loeve Mouchan le Klamim, comme on a enseigné dans la Mishnah, Mechatrim et Adeluim, l'ifne behema, et Etanevela aussi, l'ifna klavim, devant les chiens. Bon, on a expliqué déjà, c'est ces chiens qui lui appartiennent, de berger, de garde, etc. Ils ne savent pas encore bien manger, il faut leur couper la viande. Rabbi Yehuda Omerim lo Etanevela mi Rev Shabbat, Asura. Il dit, mais si elle n'était pas déjà mal abattue, oui, avant Shabbat, Asura, elle est interdite aux chiens. Les fiches, Namina Mouchan. On ne peut pas la considérer comme étant, faisant partie de ce qui était déjà prévu et pensé, donc elle est mouxée. Alors tu veux dire, quand c'est déjà pour l'homme, c'est pas bon pour les animaux. Et toi tu veux dire que quand c'est bon pour les animaux, c'est bon pour l'homme. C'est sûr que non. Mouchan le Klavim et Mouchan le Adam. Alors il lui dit, Rabat, peut-être c'est Rabbi Yosef, il dit, oui, ouais, c'est exactement ce qui pour toi est un étonnement. Pour moi c'est clair, c'est Mouchan le Adam et Mouchan le Klavim. Passer de l'homme au chien, tu passes pas. Des maïs chazelein chez l'ochadel et les Klavim, parce qu'on a un zvara, c'est que du manger humain, ouais, du manger de l'homme, on ne le donne pas aux animaux. Bon, cette Gemara aujourd'hui, elle est tellement... aujourd'hui, il donne à manger aux chats mieux que ce qu'il donne pour les hommes. Mais normalement, non. Normalement, quand on fait attention, il y a le manger pour les hommes. Bechlal, le chien et les animaux, ils n'ont même pas accès. Et il y a ce que est réservé pour les animaux. Oui. Mais Mouchan les Klavim, oui. Par contre, mais Mouchan le Klavim et Mouchan le Adam, des dates d'ini, chakol midé de chazele. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il a un esprit, d'après ça, large. Il dit tout ce qui pourrait être de loin ou de près mangé, alors on y pense. Ce proverbe français, la faute de grille vous mange des merles. Je ne sais même pas si c'est caché à la grille, mais c'est une manière de dire que, écoute, s'il nous manque quelque chose, alors on pense que oui, ça aussi éventuellement on peut le manger. Donc ça a été enregistré, ça a été envisagé, et donc c'est pas mouxé. Qu'en irait les gens qui donnent à manger du manger réservé aux hommes, aux animaux? Qu'en irait, on va dire, batladatam, on va dire, ok, ils font ça, mais on n'amène pas une preuve des fous. On les considère comme des pas normaux. Comme ça, on est obligé de dire les Chora. Alors, c'est Tania Kevate des Rav, Tania Kevate des Shmuel Vitima Rav Yosef. La Gemara te dit, regarde, si on va chercher dans les Braïtot, on va trouver autant d'aide pour l'un que pour l'autre. Autant pour Rav, autant pour Shmuel. Ouais, certains disent que c'était pas Shmuel, c'était Rav Yosef. Et qu'est-ce qu'on va dire ici? Tania Kevate des Rav, une Braïta, elle va tout à fait dans le sens de Rav. Comment? Egel Shenolad Beyom Tov Mutar. Oui, si c'était un veau qui est né Yom Tov, on va dire qu'il est permis. Et Froach Shenolad Beyom Tov Assour. Et si c'est un oisillon qui est né le Yom Tov, on va dire que c'est un sourd. Uma Efresh Ben Zelazé. Et Bediuk la Braïta pose la question. Mais alors, quelle différence il y a entre les deux? Ze Mouchan Agavimo Bashrita. Ben, le Egel, il était déjà envisageable, il était déjà prêt au titre de sa mère par la Shrita. Donc, comme il peut être permis, je dis pas qu'il a été détaché de la pensée, oui, et alors que les zé, mais l'oisillon, enomuchanagavimo, lui, ça sert à rien de faire quelque chose sur sa mère, c'est pas pour ça que ça va le permettre, oui. On continue, c'est-à-dire qu'il va t'aider Shmuel. Une braïta, elle va au contraire comme Shmuel, Vitima Rabbi Yochanan, certains disent que c'était Rabbi Yochanan, Egel Shenolad Beyom Tov, Mutar, un veau qui est né pendant le Yom Tov, il est permis. Vefroach Shenolad Beyom Tov, Mutar, et l'oisillon qui est né le Yom Tov, il est permis aussi. Tu vois, les deux, ils sont Mutar.
Maïtama, quelle va en être la raison? Ze Mouchan Agavimo, Veze Matiratzmo Beshrita. Dans la première svara, c'est la même chose, les deux, c'est la mère, c'est la shrita de la mère qui va l'aider. Et le deuxième, c'est que tout à l'heure on a dit, ah non, le effroir, quel moyen il a d'être permis, la shrita de la mère n'aidera en rien. Il dit, si, Matiratzmo Beshrita, on peut l'arranger à lui, au moment où il naît, on n'a qu'à lui faire la shrita. Et donc, puisque on a le droit de lui faire la shrita, oui, et ben automatiquement, toute chose qu'on a le droit de prendre, de toucher, de couper le cou, de couper les veines et les trachées artères et l'œsophage, c'est des vadailles qu'on a le droit aussi de faire tiltou, il n'y a pas mouxé. Tanoura banane. Et froir chez Nolad Beyom Tov Asu. En une nouvelle brata qui nous dit, l'oisillon qui est né le Yom Tov, il va être interdit. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Af Bechol Asu. Pourquoi? Les filles, chez l'oniftachu enav. Et attention, maintenant il y a une autre question de cacheroute, je crois que vous allez la poser. C'est qu'un petit oisillon qui n'a pas ouvert les yeux, il n'est pas considéré encore comme un oisillon. Il est considéré comme un chéretz. Il est considéré comme une moule, comme un animal qu'on ne mange pas. Keman azla hadetania, comme qui va, ce que nous avons enseigné dans la Braïta, l'echol ha-sheretz ha-shoretz ala-haretz. Passouk nous dit, pour tout être rampant ou grouillant qui grouille sur la terre. Les rabots et frochim chez l'oniftechu enehem. Alors bien évidemment, il y aura toutes sortes de reptiles rampants et d'insectes et de choses comme ça. Mais il y aura aussi un cas qui va être inclus, c'est un oisillon qui n'aurait pas ouvert les yeux. Keman, Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Gemara dit cet enseignement, c'est sûr qu'il va, comme ce maître-là qui tient ça, il s'appelle Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amaravuna amara beitsa im yetziata anigmera. Alors on dit ici, à quel moment on va considérer l'étape de développement réussie? Alors on dit l'œuf, à partir du moment où il a été pondu de la poule, inigmera, on considère que sa formation, sa création, elle s'est arrêtée. Comment? Ouais. Et Azmai imietzia nigmera. La Gemara dit, j'ai pas compris la phrase. Ça veut dire que quand il sort, on le considère comme déjà étant terminé, fini. Ah, j'ai pas compris. Ah, j'ai compris. Tu veux me dire que maintenant il a un statut indépendant et on pourrait le manger par exemple avec du lait, oui. Ah non, habimeimo, oui. Mais quand il est à l'intérieur du ventre de sa mère, il n'est pas du tout considéré comme un œuf, mais il est considéré plutôt comme un morceau de la chair de la mère. Et donc on sait bien que la mère et ce lait-là ne peuvent pas être mangés, et ce lait, et cet œuf-là ne peuvent pas être mangés avec du lait. Vatania, Shochet et Tarnagolet, on a vu celui qui fait la shrita de la Tarnagolet, ou Matsaba Beitsim Gmurot, et il a trouvé là-bas des œufs qui sont parfaitement terminés. Oui. Mutarot, le Ochlam Bechalav, on a tout à fait le droit de les manger avec du lait. Donc avec Yetzia, ça ne veut pas dire que quand il vient d'être pondu, et que c'est par rapport à Bassar Bechalav. Et là, Im Yetziata, quand on veut dire avec ça, quand il a été pondu, Nigmera ou Muteret Lochla Be Yom Tov. Ah, c'est pas Bassar Bechalav, laisse Bassar Bechalav. C'est Yom Tov. La Gemara nous dit, ok. Alors laisse-moi déduire. Ah, Bime Ima, Asura Leachila Be Yom Tov. Et devrait être comme le titre de Betsa Shenoda Be Yom Tov. On n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Il faut se rappeler d'un des ta'amim qu'on a vu au tout début de la Gemara, qui s'appelle Achana des Rabbah. C'est parce que bien qu'il naît tout seul, Mina Shamaim, mais ça ressemble un petit peu comme si on le préparait d'un jour pour le Chol. D'accord? Ok? Alors, Vatania, la Gemara, elle dit, mais non. Ashochet et anargolet ou matsaba betsim gemurot. Il fait la shrita de la bête, il fait la shrita de la poule, et dedans il trouve des œufs complètement terminés. Mutarot l'ochlam beyom tov, on a le droit de les manger le yom tov. Vechitema, et si tu t'insistes et tu veux dire non, kamash malan bebraïta, baïdelosh mainan bematnitin, non. C'est que la braïta, qu'est-ce qu'elle vient? La braïta vient nous enseigner un détail qui manquait dans la Mishnah, oui, et que on nous dirait ici quelque chose qui n'a jamais été dit avant. Il dit non, ça c'est sûr que tu peux t'arrêter tout de suite. Hanami tanina, mais ça c'est sûr qu'on l'a déjà enseigné aussi. Beitsa shenolda beyom tov bet shamay omrim teachel ou bet hillel omrim lo teachel. Et qu'est-ce qu'on a dit ici?
Adkan le plié Bet Shammai ou Bet Hillel et la Nolda, Aval Bimeiman, Livra Kol Sharian. Alors qu'est-ce qu'on fait comme déduction? On fait oui, bien sûr, parce qu'il a été pondu. Mais s'il était encore dans le ventre de la poule, oui, c'est sûr que on devrait le permettre du Yom Tov. Donc on voit que c'est très bien comme la Braïta. Vechitema Bet Hillel afilou bimeiman nami asre. La Gemara dit peut-être que tu vas vouloir penser que pour Bet Hillel, même quand elle est quand elle est dans le ventre de la poule, ça devrait être interdit. Oui. Alors il dit Ve'aide katane nolda leoliacha kochon de Bet Shammai da filou nolda nami sharu. Alors on te dit, qu'est-ce serait le chidouche? Le chidouche, ça serait, on en dit nolda, pour te montrer la force, à l'inverse cette fois-ci, de Bet Shammai qui permettent d'afilou nolda nami sharu. Et il donne un grand pirouche. Et la hadetania ashochet et tatanagolet. Alors pourquoi on enseigne dans la Braïta l'homme qui fait la shrita d'une poule, ou matzaba efrachim gmurot, et il trouve là-bas des œufs terminés, mutarot lochlam beyom tov. Cela c'est bon, on peut les manger le yom tov, un mané. Alors là, ça va être ni Bet Shammai, ni Bet Hillel. Pourquoi? Parce que d'après Bet Hillel, d'après Bet Shammai, tu peux aller plus loin. Tu peux dire même les œufs qui sont nés le yom tov vont les permettre. Et d'après Bet Hillel, même ceux qui se trouvent dans la vente de la poule yom tov, ils sont interdits. Donc on voit que cette braïta, c'est Bet Hillel. Et ils n'interdiront en fait que l'œuf qui est né le Yom Tov. Et ils permettront l'œuf qui se trouve dans la tarnagolette, quand on a fait la shrita le Yom Tov. Donc tu ne peux pas expliquer que Rabbi, il a voulu expliquer les œufs. Il a voulu interdire les œufs. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? Bon, alors on va chercher encore une autre piste. Ela imi etziata nigmera u megadelet efrochim. Bimeima hena megadelet efrochim, le nafkamina, le mekach ou memkach. Alors la Gemara te dit, regarde, j'ai trouvé une nafkamina. La sheila, elle est que, est-ce que cette poule-là, elle va faire des œufs ou pas? Oui, c'est-à-dire que quand tu vois une poule, et toi tu la veux pour développer un poulailler, tu veux qu'elle fasse que ça se coupe des poulains, oui, si jamais la poule, elle va s'asseoir sur cet œuf-là, comme on appelle ça, elle va le couver, ouais, et ben ça va sortir un œuf qui va donner un poussin. Alors, bimeima, en a megadelet efrochim. Mais si ça reste à l'intérieur, elle ne peut pas faire ça. Les maïnaf kamina, les mekar ou memkar. C'est-à-dire qu'un homme, il vient acheter des œufs pour pouvoir faire des poussins. Donc il lui dit bien, il lui dit, je veux des œufs pour des poussins. Ouais. Alors, les maïnaf kamina, les mekar ou memkar, pour savoir qu'une comme ça, elle n'est pas bonne pour faire pousser les œufs, c'est-à-dire pour élever les oisillons. Voilà. Et donc, tu ne vends pas des œufs qui se sont trouvés dans une poule qui a été tuée et dire que ça, c'est des super œufs, tu les mets sous une autre poule, elle va les couver et tu vas avoir un cheptel de poulet mieux que ces Steinbeck. Non, c'est faux, c'est une arnaque, ça marche pas. Voilà. Chazak. Bon, il y a 1 million de rachis et de Tosfot à faire. Et on va les garder pour les réviser après Bezrat Hashem. Allez, on met un point ici.